C'était un jour pluvieux d'octobre, le genre qui laisse une odeur de terre mouillée dans l'air et une sensation persistante d'humidité dans les eaux. Moi, Richard, j'étais déjà épuisé après des heures passées à parcourir les magasins à la recherche du cadeau parfait pour le 8e anniversaire de ma fille, Laura. Elle a toujours été fascinée par les poupées, qu'elle collectionne avec un zèle que seuls les enfants possèdent. Depuis la mort de sa mère, j'essayais encore plus fort d'apporter un peu de joie dans sa vie, ce qui semblait de plus en plus difficile. Le magasin d'antiquités où je me suis finalement arrêté était l'un de ceux devant lesquels on peut facilement passer si l'on ne regarde pas. Il était coincé entre deux immeubles modernes de Lyon, sa façade usée par les intempéries lui donnant un air d'abandon presque invitant. L'intérieur était un labyrinthe de reliques et de curiosités, couvert de poussière, comme si chaque objet contenait une histoire oubliée. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Une poupée de porcelaine avec une robe en dentelle délavée et des yeux qui semblaient observer tout ce qui l'entourait. La vendeuse, une dame aux cheveux gris et au regard prudent, a semblé réticente lorsque j'ai posé des questions sur la poupée. Elle m'a dit que la pièce était très ancienne et qu'elle avait appartenu à une jeune fille morte dans des circonstances tragiques il y a de nombreuses années. Ses yeux ont quitté les miens lorsqu'elle a dit que la poupée, appelée Caroline, pouvait entraîner certaines complications. J'aurais dû tenir compte de l'avertissement. J'aurais dû me rendre compte du tremblement dans sa voix. Mais l'heure tournait et le besoin de voir un sourire sur le visage de Laura l'a emporté sur toute hésitation. La poupée soigneusement emballée, j'ai quitté le magasin alors que la pluie s'intensifiait, ignorant la sensation de froid dans mon cœur. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé que je ramenais à la maison bien plus qu'un simple jouet. J'ouvrais la porte à une obscurité qui s'enracinerait profondément dans notre foyer, déformant la réalité que je connaissais et menaçant ce que j'aimais le plus. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en écoutant le bruit incessant de la pluie qui frappait la voiture, un sentiment de malaise grandissait en moi, un sentiment qui, malheureusement, allait s'avérer terriblement justifié. Dès que Laura a déballé ce cadeau et que ses yeux se sont illuminés à la vue de Caroline, j'ai su que quelque chose avait changé dans notre maison. Elle était fascinée par la poupée, la traitant comme un trésor qu'il fallait protéger à tout prix. Les premiers jours, cette nouvelle amitié semblait innocente, juste une enfant adorant son nouveau jouet. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Laura. Elle, qui avait toujours été une fille extravertie et joyeuse, a commencé à s'isoler dans sa chambre pendant des heures, se parlant à elle-même, comme si elle était en pleine conversation avec Caroline. J'avais beau essayer de me joindre à elle, Laura insistait sur le fait qu'il s'agissait de secrets entre amis, ce qui ne m'a pas inquiété au début. Je pensais que ce n'était qu'une phase, quelque chose de commun chez les enfants qui grandissent. Cependant, les chuchotements nocturnes ont commencé à m'inquiéter. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit en entendant des chuchotements provenant de la chambre de Laura. Lorsque j'entrais, je ne trouvais que ma fille qui dormait paisiblement et la poupée stratégiquement placée sur la table de chevet, ses yeux de porcelaine brillant faiblement au clair de lune. À d'autres occasions, je la trouvais dans différentes parties de la maison, jamais là où Laura l'avait laissée. Un matin, elle était dans la cuisine. Le lendemain, elle était assise sur le canapé du salon, toujours avec ce regard fixe et inquiétant. L'atmosphère de la maison est devenue lourde, chargée d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Les jouets de Laura ont commencé à apparaître abîmés, avec des marques de coupures et de déchirures, comme si une fureur silencieuse s'était manifestée pendant la nuit. De plus en plus, je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais comment pouvais-je dire à ma fille que le cadeau qui l'avait rendue si heureuse pouvait être la source de quelque chose de si sinistre ? La situation a commencé à s'envenimer lorsque Laura m'a parlé des règles que Caroline imposait à son temps de jeu. Elle m'a dit que la poupée n'aimait pas être laissée seule ou ignorée et qu'elle avait une façon particulière de jouer,
que seules elles deux pouvaient comprendre. Ces règles ressemblaient un peu plus à des impositions, et la joie initiale de Laura a commencé à se mêler à une obéissance tendue, comme si elle craignait les conséquences de ne pas suivre ce que la poupée voulait. Un matin, lorsque je suis allé dans la chambre de Laura pour la réveiller pour l'école, j'ai trouvé ses autres jouets éparpillés sur le sol, tous mutilés d'une manière ou d'une autre. Des ours en peluche avec les yeux arrachés, des poupées avec les cheveux coupés, des petites voitures, jouets cassés en deux. Laura, en voyant la scène, a juste marmonné que c'était un accident, mais ses yeux évitaient les miens et sa voix tremblait d'une manière qui m'a fait comprendre qu'il y avait plus que cela dans l'histoire. La nuit la plus troublante a été celle où les cris de Laura m'ont arraché à un lourd sommeil. J'ai couru jusqu'à sa chambre, le cœur battant la chamade, craignant le pire. Je l'ai trouvée assise sur le lit, sanglotant, avec une coupure peu profonde sur le bras. Entre deux sanglots, elle m'a dit que Caroline s'était mise en colère et l'avait blessée. À ce moment-là, tout en moi voulait croire que ce n'était qu'un accident, que Laura avait été blessée d'une autre manière et qu'elle était désorientée. J'ai essayé de rationaliser l'incident en lui disant qu'elle s'était peut-être coupée sur le bord du lit pendant qu'elle dormait. Mais au fond de moi, une partie savait que quelque chose n'allait pas du tout avec cette poupée. Les événements ont commencé à s'intensifier d'une manière que nous ne pouvions plus ignorer. Les nuits passaient et les chuchotements s'intensifièrent, comme si des conversations secrètes avaient eu lieu dans les couloirs sombres de notre maison. Je sentais une présence, une lourdeur dans l'air qui rendait la respiration difficile. Laura passait de plus en plus de temps seule avec Caroline, et sa joie enfantine laissait place à un regard sérieux et inquiet, bien au-delà de ses 8 ans. La maison, qui était censée être notre foyer sûr, se transformait en théâtre de cauchemars que je ne pouvais pas contrôler. J'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures radicales. Une nuit, alors que Laura dormait, j'ai pris Caroline et je l'ai cachée en hauteur dans l'armoire du salon, pensant que si la poupée était hors de vue, l'influence perturbatrice sur ma fille diminuerait peut-être. Cependant, lorsque Laura s'est réveillée et n'a pas trouvé sa poupée, son désespoir a été immédiat. Elle a crié, pleuré et supplié Caroline avec une intensité qui m'a effrayé. Ne sachant que faire et voyant l'état d'agonie de ma fille, j'ai cédé et rendu la poupée. Cette décision m'a tourmenté. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire des recherches sur les origines de la poupée. J'ai découvert en ligne les récits d'autres familles qui avaient possédé Caroline avant nous. Les histoires étaient étrangement similaires. Des disparitions, des maladies inexpliquées et même des décès entouraient l'histoire de la poupée. Chaque histoire augmentait la terreur dans ma poitrine. Et je savais que je devais agir avant que notre situation n'empire. Mais comme si l'univers lui-même était contre nous, des événements surnaturels ont commencé à se produire plus fréquemment. Les objets ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes, disparaissant d'un endroit et apparaissant à un autre. Des ombres fugaces se sont faufilées dans les coins de nos yeux, et le sentiment d'être observé est devenu constant. L'atmosphère de la maison était lourde, oppressante, comme si un orage était toujours sur le point d'éclater. Dans un ultime effort, j'ai tenté une nouvelle fois de me débarrasser de Caroline. Cette fois, je l'ai emmenée loin de la maison et je l'ai enterrée dans un champ éloigné. Mais, à mon grand effroi, lorsque je suis rentré chez moi, elle était là, toujours à la même place dans la chambre de Laura, comme si elle n'était jamais partie. Ce retour inexplicable a été le point de rupture pour moi. Je ne pouvais plus nier la vérité. Nous avions affaire à quelque chose qui dépassait mon entendement, quelque chose de vraiment diabolique. Cette nuit-là, lorsque j'ai décidé que nous devions quitter la maison, une tempête s'est formée, comme si la nature elle-même essayait de nous garder à l'intérieur. L'électricité s'est éteinte, laissant notre maison plongée dans une obscurité presque palpable, seulement interrompue par les éclairs qui illuminaient les pièces
à intervalles irréguliers. L'air est devenu froid, et je pouvais sentir chaque souffle de vent comme s'il était porteur d'une menace silencieuse. Laura était dans sa chambre, et je l'entendais parler à voix basse. Lorsque je suis entré, je m'attendais à la trouver en train de parler au téléphone ou de jouer avec quelque chose, mais elle était seule, assise sur le lit, fixant Caroline. Elle parlait à la poupée comme s'il s'agissait d'une vraie personne, discutant d'un plan que je ne pouvais pas comprendre. Lorsqu'elle m'a vu, son visage a changé. Ses yeux se sont rétrécis et, pendant un instant, je n'ai pas reconnu l'expression de ma propre fille. Elle a parlé d'une voix qui ne lui ressemblait pas, une voix chargée de colère et de menaces. Les incidents étranges se sont multipliés cette nuit-là. Les lumières ont commencé à vaciller de façon erratique, s'éteignant et s'allumant rapidement, tandis que des ombres se déplaçaient sur les murs, formant des figures déformées que je m'efforçais de ne pas croire réelles. Lors d'un moment terrifiant, la silhouette d'une fille, à peine plus âgée que Laura, est apparue dans les éclairs de lumière, ses yeux vides et sa présence éthérée me glaçant le sang. C'est alors que j'ai réalisé que nous n'avions pas seulement affaire à une poupée possédée, mais peut-être à quelque chose de beaucoup plus vieux et de plus sinistre qui se cachait derrière cette porcelaine usée. La peur est devenue tangible, remplissant chaque coin de la maison, et je savais que nous devions sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Déterminés à nous protéger, Laura et moi, je savais que notre seule chance était de quitter la maison immédiatement. Profitant d'un bref moment de calme, lorsque les lumières ont cessé de vaciller et que les ombres se sont retirées dans les coins les plus sombres, j'ai pris Laura par la main, lui disant que nous devions partir. Elle a d'abord résisté, inquiète de laisser Caroline derrière elle, mais l'urgence dans ma voix l'a convaincue de me suivre. Alors que nous essayons de partir, la maison semblait se rebeller contre notre décision. Les couloirs qui avaient été droits semblaient maintenant se tordre à des angles impossibles. Les portes qui auraient dû mener à la sortie nous ramenaient à l'intérieur, comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe vivant. À chaque virage, à chaque porte qui se refermait derrière nous, le sentiment de claustrophobie augmentait. Au milieu de la confusion, nous sommes tombés dans l'une des pièces où Laura avait l'habitude de jouer. Le sol était couvert de dessins qu'elle avait faits, représentant des scènes macabres qui me glaçaient le sang. Il s'agissait d'images de Caroline, plus grande que nature, commandant à d'autres jouets qui semblaient lui obéir comme des sujets à une reine cruelle. La poupée était toujours au centre, comme si elle était le maître d'un orchestre sinistre. Épuisés et désespérés, nous avons réalisé que toutes les sorties étaient mystérieusement bloquées. Des fenêtres qui devraient s'ouvrir facilement étaient maintenant scellées, comme si elles n'avaient jamais été conçues pour permettre de s'échapper. La maison, notre foyer, était devenue une prison surnaturelle dont chaque tentative d'évasion semblait nous enfoncer plus profondément dans sa sombre étreinte. Au milieu du chaos, il y eut un moment de clarté troublante. Laura, les larmes aux yeux, m'a supplié de détruire Caroline. Elle m'a dit que la poupée n'était pas un simple jouet, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui ne devrait pas exister. Avec une peur palpable se reflétant sur son visage, elle m'a raconté que Caroline lui avait montré des visions de choses horribles, lui promettant que tout s'arrêterait si elle obéissait simplement. Armé d'une détermination renouvelée, mais aussi d'un cœur lourd, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter le problème de front. J'ai pris la poupée et j'ai essayé de la détruire. J'ai utilisé des outils, du feu, tout ce que je pouvais trouver. Cependant, chaque tentative de destruction de la poupée semblait la rendre plus forte. Et à chaque coup que je portais, des blessures inexplicables commençaient à apparaître sur mon propre corps, comme si chaque attaque contre la poupée était une attaque contre moi-même.
Au cours de cette lutte désespérée, Caroline m'a révélé sa véritable forme. Elle n'était plus une simple poupée de porcelaine, mais une entité spectrale qui déformait l'air autour d'elle. Elle m'a montré des visions de ma femme décédée, déformant ses souvenirs de façon à me tourmenter. La voix de Caroline, devenue un murmure glacé qui emplissait la pièce, me disait qu'elle était connectée à quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus maléfique que je n'aurais pu l'imaginer. Alors que je luttais contre la douleur et la peur, une vieille histoire m'est revenue à l'esprit. Quelque chose que la vendeuse du magasin d'antiquités avait mentionné en passant. Elle m'a dit que la poupée avait été enterrée avec sa première propriétaire, une fille qui était morte dans des circonstances tragiques. Grâce à cet indice, j'ai compris que le seul moyen de mettre fin à la malédiction serait peut-être de ramener Caroline sur son lieu de naissance, sur la tombe de la jeune fille avec laquelle tout a commencé. Ma décision prise, je suis allé chercher Caroline et je me suis rendu au cimetière local où, d'après les archives que j'ai réussi à retrouver, la fille qui possédait la poupée à l'origine était enterrée. C'était une nuit noire et le vent hurlait dans les arbres, comme s'il déplorait mon arrivée. Une bêche à la main, je commençais à creuser à l'endroit exact indiqué dans les registres. Le sol était humide et lourd, mais ma détermination était plus forte. Lorsque j'ai ouvert la tombe, j'ai placé Caroline à côté des ossements que j'imaginais appartenir à son premier propriétaire. J'ai ensuite entamé un rituel de purification que j'avais étudié en saupoudrant du sel et en récitant des mots anciens dans l'espoir de briser le lien entre la poupée et le mal qu'elle portait. Le vent s'est intensifié, se transformant en une tempête qui semblait vouloir m'empêcher d'achever le rituel. Des éclairs traversaient le ciel et la terre autour de moi semblait trembler sous l'effet de mes efforts. Pendant ce temps, Laura, que j'avais laissée à la maison sous la garde d'une voisine, était confrontée à ses propres combats. Elle m'a raconté plus tard qu'à ce moment-là, la maison était remplie de voix et d'ombres dansantes, comme si une légion d'esprits essayait de l'entraîner loin de la réalité. Elle s'est cachée sous ses couvertures, tenant un crucifix que sa grand-mère lui avait donné, marmonnant des prières qu'elle connaissait à peine. Lorsque j'ai enfin terminé le rituel, l'atmosphère a commencé à se calmer et l'air autour de moi a semblé s'éclaircir. La poupée, qui avait jusque-là une expression presque moqueuse, ne ressemblait plus qu'à un vieil objet sans vie. J'ai de nouveau recouvert la tombe, espérant ainsi enterrer la malédiction qui s'était abattue sur notre famille. Une fois la tombe recouverte, j'ai ressenti un bref moment de soulagement, pensant que nous nous étions peut-être enfin débarrassés de l'influence maléfique de Caroline. Cependant, alors que je m'apprêtais à quitter le cimetière, une silhouette floue émergea de l'endroit où la poupée avait été enterrée. C'était l'entité que j'avais vue auparavant, plus définie maintenant, ses yeux brillants d'une lumière sinistre. Elle me fit directement face, et sa voix, un mélange de chuchotement et d'écho, emplit l'air. « Un sacrifice a été fait, dit-elle. Mais ce n'est pas suffisant. La malédiction demeure, liée à la terre des vivants. » Le vent froid qui l'accompagnait me glaça le sang. Elle s'avança vers moi, chaque pas laissant une trace glacée sur le sol. J'ai su à ce moment-là que le combat n'était pas terminé. C'était une bataille non seulement pour la sécurité de Laura, mais désormais aussi pour mon âme. Désespéré, j'ai cherché en moi tout vestige de courage que je pouvais trouver. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je crié, ma voix se perdant presque dans le vent. Comment puis-je en finir une fois pour toutes ? L'entité s'arrêta, considérant mes mots avec un sourire tordu qui ressemblait plus à un froncement de sourcils. « Un échange, » répondit-elle, ses yeux fixés sur les miens. « Une âme contre une autre. Libère la fille et je te laisserai tranquille. » Le poids de ce choix m'écrasait. Savoir que ma vie pouvait être le prix de la liberté de ma fille était à la fois terrifiant et étrangement paisible. Dans un dernier acte de désespoir,
J'ai accepté. « Prends-moi alors », ai-je dit, ressentant chaque mot comme s'il s'agissait d'un adieu. L'entité s'est approchée et une froideur surnaturelle a enveloppé mon corps. Elle a touché ma poitrine et j'ai eu l'impression que toute la vie était aspirée hors de moi. Lorsque l'entité a disparu, ne laissant que l'écho de son rire sinistre, j'étais seul, blessé et faible, sur le sol froid du cimetière. Je savais que j'avais fait ce qui était nécessaire, même si cela signifiait ma propre fin. Laura serait en sécurité maintenant, libérée de la malédiction qui menaçait son innocence. Laura, toujours à la maison, a senti un changement immédiat dans l'air lorsque l'entité a disparu. Les ombres reculèrent, les chuchotements cessèrent et, pour la première fois depuis des semaines, elle put respirer sans sentir le poids d'une présence oppressante. Elle est sortie de sous les couvertures, marchant prudemment dans la maison, m'appelant. Mais tout ce qu'elle a trouvé, c'est le silence. Elle a fouillé chaque pièce, chaque coin, espérant me trouver, peut-être blessé, mais vivant. Cependant, la maison était vide, ne faisant que répercuter ses propres appels. Sur le sol du salon, elle a trouvé les outils que j'avais utilisés pour essayer de détruire Caroline, et à côté, des traces de pas boueuses qui menaient à la porte d'entrée puis disparaissaient. La peur et la confusion marquèrent son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. L'arrivée de la police était inévitable. Des voisins inquiets avaient remarqué l'étrangeté des événements et l'absence de nouvelles de notre part. Ils ont fouillé la maison, le quartier, mais il n'y avait aucun signe de l'endroit où j'aurais pu aller. Les questions s'accumulaient, chacune sans réponse, laissant planer un mystère qui semblait destiné à rester irrésolu. Laura a dû reconstruire sa vie, maintenant avec des tantes qui s'occupaient d'elle. Malgré sa nouvelle sécurité, le passé n'était pas complètement mort. Elle se réveillait souvent des nuits tourmentées par des rêves des événements que nous avions vécus, et chaque ombre semblait un instant cachée de sombres secrets. La peur que le mal que nous avions affronté puisse un jour revenir planait sur elle, un rappel silencieux que certaines portes, une fois ouvertes, ne pourraient peut-être jamais être complètement fermées.